nous ne voyons pas les choses comme elles sont, nous les voyons comme nous sommes. Le Talmud. Sur la voie de l'acceptation de soi, mieux accepter les autres peut-il conduire à mieux s'accepter soi-même? Cela paraît probable. Paradoxalement, l'acceptation nous rend plus forts, car elle nous permet de nous percevoir comme le jouet possible des autres et de redevenir des acteurs. Par exemple, nous-mêmes, nous jugeons les autres, nous les rejetons parfois, nous ironisons, nous nous moquons d'eux. Et si nous ne le faisons pas, nous en avons parfois envie. Mais cette petitesse du quotidien nous soulage-t-elle ou en réalité nous ébranle-t-elle? N'est-elle qu'un symptôme de notre fragilité ou peut-elle aussi l'aggraver? Juger ou connaître? La tentation de porter un jugement sur ce que sont ou ce que font les gens ne peut évidemment exister qu'à partir de notre propre expérience. Nous ne pouvons voir chez les autres que ce que nous avons appris à voir et en général chez nous. Notre égoïsme nous apprend à déceler l'égoïsme des autres, etc. Parfois de manière adaptée, parfois de manière amplifiée, et dans le pire des cas, de manière imaginaire. C'est la projection des psychanalystes, mécanisme qui nous fait attribuer à autrui des sentiments ou des intentions qui nous appartiennent en réalité. Cette tendance à voir le monde au travers de nos difficultés personnelles dépend en partie de l'importance que notre ego prend dans notre fonctionnement psychique. L'obsession douloureuse de soi, qui caractérise les personnes ayant des problèmes d'estime de soi, les expose grandement à ce risque. Et en contrepartie, cette vision autocentrée, les anglo-saxons utilisent l'amusante expression « my side bias », que l'on pourrait traduire par quelque chose comme « le biais du bout de mon nez », conduit à un appauvrissement de notre vision du monde et donc de nous-mêmes. En effet, la tendance à juger contient celle de la fermeture à l'expérience. On remplit le monde de soi-même au lieu de se laisser emplir, informer, éduquer par lui. D'où une difficulté pour arriver à écouter et à entendre ce qui n'est pas soi. Conséquence, le monde nous paraît figé. C'est toujours la même chose, les gens sont toujours pareils et toujours décevants. Souvent, c'est notre façon de les appréhender qui est toujours identique. Je suis toujours déçu par les autres. Ce discours est très fréquent, mais d'où vient le problème? Les autres sont-ils si décevants ou est-ce moi qui suis trop décevable? Les deux. D'abord, les autres ne sont jamais aussi admirables ni aussi minables qu'on l'imagine. Si je suis souvent déçu par eux, c'est que j'attends trop d'eux. Pourquoi? Ensuite, la déception se joue à deux. Mes propres attentes l'expliquent souvent aussi bien que le comportement d'autrui. Comment être plus réaliste? Existe-t-il un bon usage d'autrui qui me mettrait à l'abri des déceptions trop fréquentes sans pour autant me pousser à me retirer des échanges sociaux, ce qui est souvent une tentation pour ne plus souffrir de la déception? C'est un objet de travail en thérapie. Je me souviens d'une patiente qui avait eu un père paranoïaque, méfiant mais aussi délirant et persécuté, et une mère dépressive. Fort heureusement pour elle, elle n'était pas une photocopie de ses parents, mais avait tout de même hérité d'eux et des longues années passées à leur côté, une tendance à la méfiance, discours du père, et à la déception, discours de la mère. Assez intelligente pour constater les dégâts liés à cette attitude, elle avait cependant du mal à l'entraver. Vive et agréable, elle se faisait d'assez nombreuses connaissances, mais le développement de ses liens amoureux ou amicaux butait vite sur des petits détails. Je repère très vite les défauts des autres et ensuite ils m'obsèdent et je ne vois plus que cela chez la personne. Parfois c'est absurde, le tic de se tripoter le nez ou une mauvaise haleine et hop, la personne m'apparaît tout de suite comme définitivement moins intéressante. Parfois ce n'est pas grand-chose, les gens un peu trop contents d'eux, ou ceux qui sont un peu ternes et sentencieux, et du coup les autres qualités en pâtissent. Je suis alors comme refroidi à leur égard, et je n'ai plus envie d'aller plus loin.
Longtemps, je me suis dit que ces exigences étaient un besoin d'excellence et que cela me permettait de ne consacrer du temps qu'à des gens qui en valaient la peine. Le meilleur, sinon rien. Mais c'est idiot. Les gens parfaits n'existent pas. Je ne suis pas parfaite et personne ne l'est. Alors il faut que je travaille sur cette incapacité à voir les bons côtés des gens, ou plutôt, je les vois, mais à m'y intéresser assez fort pour ne plus faire attention à leurs défauts. J'ai déjà fait une thérapie où j'ai compris que cette attitude était un bon moyen de ne pas m'engager parce que m'engager me fait peur. Mais maintenant, comment tirer le meilleur des autres et obtenir d'eux qu'ils nous offrent ce qu'ils ont de bon? Ou le susciter, le prendre nous-mêmes? Comment adopter une politique relationnelle active face à autrui? Dans les soirées, ne pas les supporter, mais les faire parler de ce qu'ils ont d'intéressant à raconter. Leur passé de marin ou d'anciens combattants, leurs vacances en Crète, leur vision du monde, etc. S'entraîner à ne pas juger, toujours l'acceptation. L'effet d'étiquetage est bien connu en psychologie. Une fois que l'on a porté un jugement sur quelqu'un, il est difficile de revenir dessus, car toutes ses actions ultérieures seront alors sous l'influence de ce jugement. Nous aurons tendance à mémoriser ce qui confirmera notre étiquetage et à refouler ce qui ne le confirmera pas. C'est ce que l'on nomme un biais d'exposition sélective. On choisit de préférence les informations qui confirment nos croyances et nos préférences. C'est vrai pour le choix des journaux que l'on va lire. Entraînez-vous régulièrement à lire des journaux avec lesquels vous n'êtes pas d'accord, non pour pester, mais pour observer et comprendre leurs raisonnements et leurs arguments. C'est vrai aussi pour les détails que l'on va remarquer autour de nous. Les racistes seront plus à l'écoute des informations sur les délits commis par des étrangers, les anarchistes à l'écoute des bavures policières, etc. D'où la persistance importante, individuelle et collective, des jugements racistes, des stéréotypes sexistes et de toutes les formes d'a priori. Antagoniser l'effet d'étiquetage, cela demande des efforts bien organisés. Et le plus simple, plutôt que de devoir systématiquement réviser nos jugements, consiste à ne pas juger d'emblée trop vite. Sinon, nous serons victimes d'un effet de priorité. La première croyance à s'implanter restera la plus solide sur une très longue durée, même en cas d'invalidation ultérieure. Nous revoilà au principe de base de l'acceptation. Doucement, régulièrement, prendre l'habitude d'observer et d'accepter ce que nous observons avant de juger. Puis y réfléchir. Et si nous portons un jugement, le faire de manière précise et provisoire. Pour l'instant, dans tel domaine, je peux penser telle chose. Enfin, agir pour changer ce qui doit l'être. Accepter, au moins au début de mon raisonnement, l'injustice et la trahison? Comment faire autrement puisqu'elles existent? Accepter que l'on m'ait menti, que l'on m'ait trahi, que l'on ait abusé de mes faiblesses ou pire, de ma confiance? Si cela a eu lieu, où est le choix? Je dois accepter que cela a bien eu lieu. Mais l'attitude d'acceptation s'arrête là, face à ce qui est, à ce qui existe. Pour tout ce qui n'est pas encore ou qui peut arriver, je vais alors faire face. L'action, et non la démission, suit toujours l'acceptation. Exercice d'empathie, facile et difficile. Le discours sur la bienveillance est souvent accepté par la plupart d'entre nous. Mais les pratiques du quotidien en diffèrent souvent. Jules Renard, malicieux observateur du genre humain, notait ainsi dans son journal « Bienveillant pour l'humanité en général et terrible pour chaque individu ». D'une certaine façon, l'empathie, c'est ce regard qui accorde la priorité à autrui. La priorité suppose la bienveillance et l'acceptation préalable, non la soumission ni l'approbation. L'écoute et l'observation empathique d'autrui nécessitent souvent une certaine attention et une pratique régulière. 5 conseils peuvent vous en faciliter l'acquisition, si c'est votre souhait. Passer du global au spécifique. S'entraîner à fragmenter et à balancer son jugement.
Chez cette personne, qu'est-ce qui me plaît, qui marche bien selon moi, et qu'est-ce qui me déplaît, les plus et les moins. Passer de la tentation à juger la personne, c'est un vantard, à l'effort de ne décrire que son comportement. Il s'est vanté hier soir. Passer d'un point de vue permanent, elle est comme ça, à un point de vue relationnel, elle est comme ça dans telle situation. Passer du jugemental, elle est pénible, au compréhensif et au fonctionnel. Si elle est ainsi, c'est que cela lui sert ou lui apporte quelque chose, mais quoi? Passer du ressentiment à la discussion. Aller parler aux personnes avec qui existe un malentendu ou vis-à-vis desquelles nous avons un ressentiment représente toujours un exercice fructueux. À l'encontre de nos réflexes, qui nous poussent à éviter ceux qui nous agacent pour mieux médire ou punir de loin. Je le recommande souvent aux patients lorsque nous travaillons sur leurs relations sociales. Là encore, le but n'est pas de faire ami-ami, mais de prendre l'habitude d'affiner sa vision d'autrui en s'expliquant avec lui. De façon générale, parler avec les personnes permet de réaliser qu'elles sont presque toujours plus fragiles et parfois plus gentilles que le jugement à distance ne nous le faisait imaginer. Cela n'empêche pas de constater leurs défauts, mais cela peut permettre de modifier et nos sentiments et nos agissements. L'objectif de l'approche empathique d'autrui n'est pas d'en venir à approuver ou à aimer la personne en cause, mais 1. De vous faire du bien, 2. D'éviter un certain nombre de fausses manœuvres ou d'opinions erronées à son égard, 3. D'apprendre peu à peu à procéder de même pour soi. Il existe un autre très bon exercice d'empathie, moins fatigant et beaucoup plus largement pratiqué. La lecture des romans ou la vision des films au cinéma. Ce sont de bons moyens d'entrer dans l'univers de quelqu'un qu'on aurait pu côtoyer sans s'y intéresser dans la vraie vie. L'acteur français Jean-Pierre Bacry s'est ainsi fait une spécialité de personnages bougons et détestables qu'il arrive à rendre, sinon sympathiques, du moins attachants, car on comprend le pourquoi de leur comportement désagréable. La fiction romanesque et cinématographique pourrait-elle nous rendre meilleurs? Elle peut nous y préparer. Il ne reste plus ensuite qu'à mettre en pratique. Pourquoi ne pas juger les autres, c'est bon pour l'estime de soi? L'acceptation d'autrui est une attitude corrélée avec un niveau de bien-être global augmenté chez ceux qui la pratiquent, qui induit ensuite un cercle vertueux. Si je vais bien, j'ai plus de facilité à la bienveillance, étymologiquement benevolens qui veut du bien. Cette bienveillance me fait elle-même du bien, etc. D'autre part, l'ouverture psychologique est corrélée à l'estime de soi. Meilleure sera cette dernière, plus elle nous aidera à observer sans comparer, envier ou juger, plus elle nous permettra de tirer profit des expériences de vie, d'avoir une flexibilité supérieure et des capacités d'adaptation aux nouveaux environnements. Les études menées dans ce domaine poussent à considérer l'estime de soi comme un facteur d'activisme psychologique. Elle nous aide à extraire les bonnes choses de notre environnement, mais aussi à les provoquer. Lors d'une soirée, par exemple, plutôt que de subir un convive ennuyeux et de s'irriter ou de se morfondre, consacrer l'énergie économisée en jugement ou agacement à l'accepter, l'observer, essayer de découvrir ce qu'il peut avoir d'intéressant ou d'attachant, imaginez que vous êtes dans un film, et de ce fait le rendre lui-même différent. Dans le domaine de l'acceptation a priori, les gens donnent davantage ce qu'ils ont d'intéressant en eux s'ils se sentent acceptés. Une bonne estime de soi peut ainsi être un outil de bonification du réel. Du coup, on n'évolue plus dans le même monde. Aller jusqu'au pardon? Quel rapport entre pardon, acceptation et jugement? Pardonner, c'est renoncer à juger et à punir. Ce n'est pas oublier. C'est décider que l'on ne veut plus dépendre de la haine et du ressentiment envers ceux qui nous ont blessés. C'est décider de se libérer d'eux. C'est une forme supérieure d'acceptation ou plutôt de réacceptation après une forte blessure.
De nombreux travaux ont montré la grande difficulté à pardonner lors des problèmes d'estime de soi, notamment chez les personnes narcissiques, à haute estime de soi, mais instables, susceptibles, agressives. Il existe pourtant des travaux encore plus nombreux sur les bénéfices du pardon. Ils montrent tous que la capacité à pardonner est un grand facteur d'équilibre intérieur et de régulation émotionnelle globale, car le ressentiment persistant, même justifié par la violence que l'on a subie, reste une source supplémentaire et chronique de souffrance. Mais il ne s'agit pas non plus d'avoir recours au pardon pour renoncer à affronter ceux qui ont commis l'offense, l'injustice ou l'agression, ou à s'affirmer face à eux. Le pardon n'est pas une esquive ni une démission, il doit être un choix. Il est probable, par ailleurs, que l'exercice du pardon à autrui, non contraint par sa propre faiblesse ou par la force de ce dernier, facilite celui du pardon à soi-même. Nous avons déjà parlé des reproches incessants, parfois équivalents à un auto-harcèlement moral, que s'adressent certaines personnes se jugeant sévèrement après la moindre de leurs actions. Dans les deux cas, pardonner, ce n'est pas absoudre, faire comme si le problème n'avait jamais existé. C'est renoncer à souffrir et à continuer de se punir à cause du souvenir de ce qui a eu lieu. Le travail sur le pardon est un passage fréquent de nombreuses psychothérapies. Il a été notamment validé auprès de populations ayant subi des offenses et des agressions particulièrement graves, comme les personnes victimes d'inceste, chez qui il améliore nettement l'estime de soi. Si la restauration de la capacité de pardon nécessite souvent l'aide d'un thérapeute, c'est qu'il est émotionnellement difficile, et surtout qu'il existe de nombreuses méfiances par rapport au pardon. Il serait une forme de réponse de faible par rapport à une offense ou à une violence objectivement injuste. La vengeance serait, elle, une réponse de fort. Et qui aurait envie d'être faible face à la violence? Pourtant, il faut, chaque fois que possible, renoncer à la vengeance et au ressentiment. C'est surtout sur cette seconde dimension que l'on travaille. Le pardon ne peut être basé sur la répression du désir de vengeance, mais doit être un choix libre. Il ne suppose pas forcément une réconciliation. Par contre, il permet d'entrer à nouveau en contact avec l'agresseur offenseur sans détresse émotionnelle excessive. Peu importe à la limite si l'agresseur a l'intelligence d'être touché par le pardon pour lui-même se repentir et s'excuser. On pardonne autant pour soi que pour l'autre, davantage même. On pardonne pour que ceux que l'on aime n'aient pas à porter eux aussi le fardeau de notre rancœur et de notre ressentiment. Le pardon ne suppose pas de renoncer à la colère. Dans les thérapies du pardon, on consacre du temps à faire exprimer précisément et intensément la colère, et aussi la honte d'ailleurs, car les victimes ont souvent honte d'elles. Ce qu'on recherche finalement en thérapie du pardon, c'est le bien du patient et l'effet libérateur du pardon pour la personne qui pardonne. Le pardon donne toujours la victoire sur l'adversité et la noirceur, en dehors comme en dedans de nous-mêmes. Acceptation, pardon et non-violence. Attention, encore une fois, acceptation et pardon ne signifient pas renoncement à l'action ou à la justice. Le pardon n'est qu'un préalable à la demande de justice ou à l'action pour que l'offense subie ne recommence pas. Il est aussi un moyen d'éviter l'embrasement de violences ambiantes universelles enclenchées par la loi du talion si elle est appliquée par tous. Dans un de ses sermons, Martin Luther King, chantre de la non-violence, disait ainsi « La raison pour laquelle je m'interdis d'obéir à la philosophie ancienne qui exige œil pour œil, c'est que celle-ci finit par rendre tout le monde aveugle. » La non-violence est elle aussi au cœur du problème du pardon, de l'acceptation et de l'action sereine pour changer le monde. Les 3 règles en sont les suivantes. 1. La non-violence est un acte de courage. Selon les mots de King, le vrai pacifisme n'est pas la non-résistance au mal, mais une résistance non violente opposée au mal. Elle n'est ni une soumission ni une résignation.
Elle n'est pas une stratégie que l'on peut se contenter d'utiliser en fonction des circonstances. La non-violence est au bout du compte un mode de vie que les hommes embrassent pour la simple raison qu'elle se veut morale. Elle représente une façon d'être et de réagir face aux conflits ou aux injustices qui consiste à dire calmement et fermement « je ne peux pas accepter cela ». Voilà pourquoi elle nécessite du courage, oser se dresser pour parler, de la lucidité, ne pas se laisser aveugler par le désir de vengeance envers qui nous fait du mal, et de la maîtrise de soi. La colère face à l'injustice est naturelle. 2. S'attaquer aux idées et non aux personnes. Les individus injustes, agressifs, violents sont eux-mêmes leurs propres victimes. Ils ne sont pas libres, mais esclaves de leur milieu, de leurs préjugés, de leur passé. Ce n'est pas une raison pour tolérer l'agressivité ou l'injustice. Il faut s'y opposer avec force dès la première étape franchie. Mais c'est une raison pour ne pas en vouloir aux personnes qui perpétuent des actes ou des paroles de violence. S'opposer à eux sans violence en retour est le seul moyen de changer durablement et la société et les personnes. 3. Toujours penser à la reconstruction après le conflit. Dans toute société, dans toute vie humaine, les conflits sont inévitables, peut-être même nécessaires. Mais la paix aussi est nécessaire. Comment faire pour qu'après un conflit, elle devienne possible? Plus que toute autre démarche, la non-violence le permettra. Elle n'est pas un renoncement au combat. Elle est une façon de ne jamais oublier de se comporter avec dignité et humanité durant la lutte, et de faciliter alors le pardon, la réconciliation et l'action ultérieure commune. Bref, de penser à l'après-guerre. L'estime de soi ne se nourrit pas de l'angélisme, mais de l'action sereine.